Bienvenue dans Conversarting, une plateforme éditoriale dédiée à la création contemporaine que j'ai fondée avec la volonté de proposer un espace d'expression pour les artistes et les acteurs du milieu de l'art. Je m'appelle Maya Joy, je suis productrice et animatrice culturelle indépendante. On se retrouve aujourd'hui à la librairie Sans Titre, librairie et galerie spécialisée dans l'édition artistique et indépendante, en compagnie d'Anne Bourrassé, commissaire d'exposition, critique d'art, autrice de l'ouvrage Les Refusés, les artistes femmes n'existent pas, aux éditions du Seuil. Anne, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Tu es commissaire d'exposition, effectivement, critique d'art et auteur de l'ouvrage Les Refusés. Dans l'ouvrage, il y a cette trame historique. Tu reviens sur l'histoire de l'art et en même temps avec une trame autobiographique. Tu fais écho à notamment tes études à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours et tes premières années artistiques ? Moi, je me suis mise très tôt dans l'art dès le lycée et après, effectivement, il y a ce cursus en photo-vidéo à l'École des arts décoratifs de Paris. Je viens d'une famille où, en fait, mon père, il est artisan, peintre, décorateur et spécialisé en trompe-l'œil. Et donc, quand j'étais jeune, en fait, on allait tout le temps dans les musées pour qu'ils puissent en fait regarder comment les peintres peignaient et copier en fait les styles et les peintures pour des commandes de toiles. Et pendant ma jeunesse, je travaillais sur les chantiers avec lui. Et en fait, il y a eu comme ça de manière... j'ai été imbibée, infusée par l'art, à travers aussi la profession de mon père en tant qu'artisan. Et puis du coup, très rapidement, je me suis orientée au lycée en art appliqué. Et après, j'ai passé les concours pour aller à l'École des arts décoratifs de Paris, où là, j'ai développé une pratique d'artiste, en fait, en tant que photographe et vidéaste pendant 5 ans. Et puis, en fait, voilà, il est arrivé plein d'événements, des événements heureux, des événements malheureux, qui ont fait que j'ai aussi pris cette décision de prendre le rôle de curatrice, qui aujourd'hui, j'aime bien ce terme parce qu'on dit curatrice, ça vient du latin cura, qui veut dire prendre soin. Et donc, aujourd'hui, j'explique mon métier comme celui de prendre soin des artistes. Voilà. Merci d'avoir défini ce qu'est la curation, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie beaucoup. En français, il y a aussi la traduction de commissaire d'exposition et tu es aussi critique d'art. Alors dans ton ouvrage, tu donnes une définition de ce qu'est le critique d'art, mais au 19e siècle en disant « Le salon, c'est à la fois la Fashion Week, le Festival de Cannes et Art Basel Paris. Dans la foule, les critiques d'art, véritables propagandistes de l'époque, viennent commenter les échecs et les succès des peintures, définir les modes artistiques, en porte-parole de la nouveauté, faire ou défaire la réputation des artistes. » Est-ce que c'est toujours le cas ? Comment tu définirais aujourd'hui ce qu'est un critique d'art ? C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'avant, c'était un canal presque exclusif d'information. C'était ces critiques d'art comme d'ailleurs des grands écrivains de l'époque, Apollinaire, Baudelaire, qui en fait allaient au salon, donc cette grande exposition annuelle, et venaient en fait écrire dans les journaux, dans la presse, leurs recommandations, leurs appréciations, leurs critiques, souvent acerbes, et notamment acerbes sur les artistes femmes. Et aujourd'hui, disons que même s'il y a toujours, en fait, il y a une multitude de plateformes de critique d'art. Moi, aujourd'hui, je fais partie d'une organisation mondiale qui s'appelle Laika. Et on a une antenne France, Laika France. Et donc, dans tous les pays aujourd'hui, il y a des critiques d'art qui s'organisent pour défendre, en fait, l'écriture sur les artistes. C'est peut aussi être plus large que ça, puisqu'aujourd'hui, en tant que critique d'art, j'écris aussi pour les expositions, pour les musées, pour les galeries. Et donc, on a un métier quand même qui s'est beaucoup diffusé, qui s'est beaucoup étendu. Et puis aussi, en fait, on n'est plus la seule source d'information auprès du public. Aujourd'hui, il y a des médias, il y a des journalistes, il y a beaucoup d'autres métiers qui viennent en fait accompagner la diffusion du travail de l'artiste. Alors, on a parlé là de ton métier de curatrice et de commissaire d'exposition, mais tu as aussi cofondé l'association contemporaine qui milite pour l'égalité de genre dans l'art, en promouvant notamment les artistes femmes, transgenres et non-binaires. Est-ce que tu peux me parler de cet engagement dans le milieu artistique et la genèse de ce projet contemporain ? Ouais, c'est né en 2019. Moi, je sors des arts décoratifs en 2015. Et en fait, à l'école, on était 75% d'étudiantes.
Et je sors de l'école et je me rends compte que c'est hyper dur l'insertion professionnelle pour moi, mais aussi pour toutes les autres filles qui sortent de l'école, qui a en fait des dissonances quoi, entre ce que j'avais connu à l'école où on était une large majorité et la réalité du milieu de l'art où tout d'un coup en fait il y a que 23% de femmes qui sont représentées en galerie d'art en France, seulement 30% dans les musées et 6% dans les collections nationales. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est à quel moment en fait on est comme ça un raz-de-marée et cet écart où se creuse en fait cet écart vertigineux entre la réalité de nos institutions françaises, enfin les écoles. Aujourd'hui, c'est 75%, c'est dans les 44 établissements français de la culture et ça fait plus de 20 ans. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans les institutions, les galeries. Et donc contemporaine, ça vient à cet endroit-là où je commence à sentir, à ressentir qu'il y a un problème. Tu prends en boomerang aussi toutes les violences en fait que tu as subies à l'école et sur lesquelles tu n'avais pas de mots, tu n'avais pas de sororité parce que c'était avant MeToo, on n'avait pas encore conscientisé ces discriminations vraiment de genre et aussi de race, de classe. Et donc il y a tout ça qui revient un peu lourdement et je pressens qu'il y a quand même un problème. Je me mets à compter les affiches d'exposition, le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Et je réalise voilà, qu'en fait, malgré tout ce que la rumeur dit, malgré que les gens disent ça va mieux, ça se porte bien, en fait, factuellement, pas du tout. Et donc, contemporaine, ça vient à cet endroit-là. Je monte l'association avec une journaliste culturelle qui s'appelle Sonia Ayé. Et en fait, ensemble, on se dit, bon, allez, c'est parti, on fait une expo. Et puis en fait, l'expo devient une association. Et puis en fait, de 2, on passe très vite à 50. Et dans toute la France. Et aujourd'hui, on a pas mal de programmes qui sont donc destinés aux artistes femmes non binaires et transgenres pour en fait promouvoir l'égalité dans l'art. Et donc, il y a des programmes comme par exemple, on a le programme de marrainage, Passerelle, où chaque année, il y a des artistes établis qui marrainent des jeunes artistes pour créer en fait des réseaux de sororité en dehors de l'institution. Et donner de la force en fait à ces artistes. On a aussi un programme d'ateliers, de formation. On a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des institutions, des publics. Voilà, c'est aujourd'hui assez foisonnant à notre échelle. Hein. C'est une échelle hyper humble parce qu'on a très peu de financement, mais ça fonctionne en tout cas depuis 2019 et ça fonctionne grâce à en fait à l'énergie aussi de tous les bénévoles qui œuvrent dans ce programme. Ce livre, Les refusés, les artistes femmes n'existent pas, vient du coup en continuité de ces travaux d'engagement féministe. Là, tu as cité des chiffres qu'on retrouve dans le livre. Il y a beaucoup de données quantitatives et en même temps des données qualitatives qui sont historiques. Est-ce que tu peux me parler de la méthodologie d'écriture? Comment tu as réussi à trouver un équilibre à la fois entre des données factuelles et historiques et aussi un récit personnel? J'avais pas du tout de méthodologie quand j'ai commencé, c'était catastrophique. En fait, quand t'es critique d'art, t'écris des textes qui font 3, 4, 5 pages maximum. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Et du coup, écrire un livre de 300 pages, tout d'un coup, c'était vraiment une autre histoire. J'avais le sentiment que j'avais accumulé tellement de connaissances entre tous les rapports que j'avais lus, les livres, les gens qui me témoignaient tellement de récits en fait personnels sur les violences en fait qu'ils subissaient. Je me suis dit ok, je peux pas avoir juste cette matière pour moi-même, j'ai envie de la partager au travers de ce livre. Et donc en fait là est venue cette construction en Tetris non organisée où je me mettais à écrire un peu partout, j'avais tous ces blocs d'écriture. Et puis en fait ce qui a vraiment été décisif, c'est la rencontre avec mes éditeurs et éditrices au Seuil qui en fait m'ont fait confiance sur le sujet. Et après, m'ont dit, bon, il faut qu'on explique, il faut qu'on trouve des manières de parler de cette discrimination qui est systémique et qui ne date pas d'hier. Qu'en fait, dans toute l'histoire de l'art, on a traversé ces violences et qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de subir, c'est juste le reflet, en fait, de ce qu'on a subi pendant des décennies. Et donc, est venue comme ça l'idée que j'ai eue de faire des binômes d'artistes, c'est-à-dire d'avoir des grands chapitres où, en fait, on a, par exemple, Rosa Bonheur, Eugène Delacroix, où il y a eu Kusama Jeff Koons qui me permet en fait d'aborder des grands obstacles à l'égalité de genre, de race et de classe dans l'art. Et entre ces grands chapitres, j'ai des récits plus personnels qui parlent en fait de ma propre trajectoire et comme tu disais, donc quelque chose de plus intime et plus situé aussi. Pour moi, c'était hyper important dans ma méthodologie d'écriture, en fait, j'ai un rapport très direct à l'écriture et je voulais quelque chose
auquel tout le monde puisse s'identifier. Je pense souvent à mes parents en fait quand j'écris des textes parce que voilà, mon père était artisan, ma mère comptable et donc à chaque fois je leur fais relire mes textes parce que j'ai le souci en fait ou l'attention en tout cas à ce que ce soit accessible à tous les publics. Moi, ce qui m'a plu dans le livre, et tu le mentionnes aussi, c'est la dimension intersectionnelle, c'est-à-dire qui inclut à la fois les notions de race, de classe et de genre, mais aussi de non-binarité. Et il y a un élément dans cette opposition de deux artistes, moi, que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur le tokenisme. Quand tu mets en parallèle Augusta Savage, qui est sculptrice afro-américaine, qui a été l'une des plus reconnues au moment du Harlem Renaissance, et qu'au final, on l'a complètement invisibilisée de l'histoire au profit de Jean-Michel Basquiat, qu'on a retenu comme étant la figure noire pionnière, reconnue internationalement. Et en même temps, tu ramènes beaucoup de subjectivité là-dedans en disant moi-même, on m'a pas donné cet apprentissage-là. Donc comment l'inventer si ce n'est dans une dynamique de recherche. J'aimerais juste citer un moment où tu parles de la responsabilité qui n'est pas seulement de l'école, mais aussi des médias, en disant les médias ont choisi de faire l'impasse sur la circulation et la reconnaissance de centaines d'artistes femmes et hommes noirs qui traversaient déjà bien avant lui les continents et les mondes de l'art. Jean-Michel Basquiat a traversé l'hégémonie blanche, une multitude d'ingrédients a propulsé l'artiste sur le devant de la scène mondiale, sa vie tournée en tragédie, la quantité d'œuvres produites et leur originalité, son statut d'icône de mode, le soutien opéré par des réseaux d'hommes blancs, dont Andy Warhol, au risque de faire de lui l'unique symbole de la cause noire. L'étendard masquait aussi le racisme ambiant institutionnel. Cette diversité de façades a trouvé de nos jours une appellation, le tokenisme. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui sur un marché français notamment, voilà, d'avoir cette hégémonie qui est déjà masculine et en plus américaine? Ouais, en fait, on peut repartir de l'histoire de l'art, c'est-à-dire que moi, quand j'apprends l'histoire de l'art, j'apprends l'histoire de l'art des hommes blancs. C'est-à-dire que les livres de référence qu'on nous donne en école, c'est Ernest Gombrich. C'est un livre qui s'appelle Histoire de l'art, c'est le best-seller mondial. Et dans ce best-seller mondial, il y a 220 artistes et il y a une seule femme. Donc déjà, en fait, il y a une éradication du genre féminin et en plus, évidemment, de tout artiste potentiellement pas européen. Enfin, c'est un livre complètement eurocentré. Et donc déjà, il y a cet apprentissage-là qui vient être complété par d'autres apprentissages. Rudolf Wittkower, c'était un grand historien de la sculpture. C'est pareil dans ses ouvrages ou ses textes sur la sculpture. Il va parler d'une seule femme par rapport à des centaines d'hommes. En fait, il y a constamment cette disparité. Et en plus, on va nous apprendre une histoire de l'art qui n'est qu'une histoire de l'art de l'Europe. Et quand les personnes, en fait, quand les continents sont cités, par exemple, quand le continent africain il est cité constamment par rapport au statut, par rapport à des choses mortes, en fait. Pas par rapport à des artistes qui œuvrent, par rapport à des objets, par rapport à des choses inactives, en fait. Et donc, déjà, il y a cette contradiction-là, et faut comprendre que moi, je traverse cette histoire de l'art, on m'apprend, j'ai des figures d'autorité, des professeurs qui m'apprennent cette histoire, je me dis, j'acquiers en fait ça et je sors de l'école et c'est là que je réalise qu'en fait il y a plein de femmes dont on m'a pas parlé, il y a plein de femmes noires dont on m'a pas parlé. Et c'est un peu comme une trahison quoi. Je me dis, je passais tellement d'années à apprendre en fait cet art-là et je me trouve pas de lignée, je trouve personne auquel m'identifier dans mes expériences en fait en tant que femme blanche déjà. Et après, je me dis, mais quid en fait pour toutes ces femmes? Parce qu'en école d'art, il y a beaucoup de femmes non blanches aussi et de personnes non binaires. En fait, je veux dire, la représentation aujourd'hui en école, c'est pas du tout celle qu'on a dans nos ouvrages. Et donc, il y avait une dissonance énorme, en fait. Et personne n'est pas de modèle, en fait, pour s'identifier. Et du coup, je découvre tous ces artistes au fur et à mesure et à travers la recherche. Le livre, ça m'a pris 4 ans. 4 ans d'investigation et j'ai passé vraiment 1 an à fond à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art à diguer tout ce que je pouvais sur ces artistes. Et donc c'est comme ça qu'Augusta Savage m'apparaît en fait. Elle m'apparaît à travers les écrits d'une journaliste et écrivaine hyper importante à l'époque qui est Paulette Nardal. Et ça c'est une histoire française que je connaissais pas. Paulette Nardal, donc elle fait salon à Clamart. Clamart, c'est la ville à côté de celle où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi en banlieue sud de Paris, entre Malakoff et l'île d'Oléron.
et donc entre un milieu plus rural et un milieu de banlieue. Et en fait, à Clamart, juste à côté, il y avait eu cette grande histoire menée par Paulette Nardal et ses sœurs, d'un salon de Clamart où se réunissait toute la diaspora française issue des colonies et tous les gens de la Harlem Renaissance, les afrodescendants qui passaient à Paris, Senghor, Césaire. Toutes ces personnes-là, en fait, elles se réunissaient dans ce salon qui était créé dans les années 30, 1930. Et en fait, il y avait déjà une espèce de bulle, en tout cas une énergie intellectuelle sur les prises de conscience de race dans les milieux culturels et artistiques en France, et ce grâce à Paulette Nardal, qui a été avec sa sœur largement invisibilisée évidemment. Elle est quand même à l'origine d'un mouvement qu'on appelle la négritude et qui a été invisibilisé derrière par Césaire et Senghor, qui se sont attribués l'origine du mouvement sans citer leur sœur. Et donc en fait, Augusta Savage, l'artiste, elle arrive à un endroit où déjà les historiennes ou les personnes qui écrivent, elles se font elles-mêmes invisibiliser en fait. Donc Augusta Savage, elle débarque en 1929 à Paris. Elle devait arriver bien plus tôt. Elle vient de Harlem. Elle devait arriver bien plus tôt, mais quand ils se sont rendus compte que c'était une femme noire, ils n'ont pas voulu la faire voyager avec les femmes blanches parce qu'à l'époque, c'est l'époque de l'apartheid. Et donc, on interdit en fait le déplacement et les wagons communs. Et donc, elle arrive bien plus tard. Mais déjà, disons qu'elle milite quand même pour son arrivée en France. Elle arrive en France et là, donc, en attestent les écrits de Paulette Nardal. Elle est bien présente sur la scène, les gens connaissent son travail et elle va être cette sculpture du monumental. Elle va revenir aux États-Unis. Aux États-Unis, elle va avoir de nombreuses commandes en fait de sculptures monumentales. Aujourd'hui, il y a ces sculptures sur des places aux États-Unis. Et elle va monter un modèle hyper innovant à l'époque qui est le Harlem Community Art Center. Elle va créer en fait une école d'art pour la communauté de Harlem, pour la communauté noire. Et c'est un modèle après qui va se dupliquer, qui va se multiplier dans tous les États-Unis. Donc elle va vraiment être très pionnière en fait. Et cette histoire-là, j'en avais jamais entendu parler. Et moi, quand j'ai commencé mes études d'art, Jean-Michel Basquiat, c'était l'unique artiste noir. Et en fait, il a pris ce rôle d'étendard au détriment de centaines d'artistes qui sont passés avant lui, y compris en France en fait, d'artistes noirs, des diasporas, mais aussi des descendances américaines, pardon. Et donc je découvre ça, et c'est là que je m'interroge aussi donc sur ce phénomène du tokenisme. Et comme tu disais, en fait, on se dit ah ok c'est le seul, alors que non, il y en a plein. Et en fait, c'est la manière dont les institutions ou les lieux d'art vont aujourd'hui en fait utiliser une personne issue d'une minorité, que ce soit une minorité de genre, de race ou de classe, pour se prévaloir en fait d'une communication inclusive. On a eu un exemple il y a pas très longtemps au Grand Palais. Il y avait tous les journalistes et les médias, il y avait une campagne marketing énorme qui disait 3 artistes femmes au Grand Palais. Donc, mais le reste de l'année, oui, ça fait un peu rire, mais le reste de l'année, on n'a jamais des médias qui disent 3 artistes hommes au Grand Palais. Ça n'existe pas. En fait, on se rend bien compte que le terme femme, comme le terme noir, c'est des termes en fait qu'on va venir s'accaparer pour se prévaloir d'une communication inclusive et d'une institution ou d'une galerie ou d'un espace privé ou public en tout cas inclusif, et même en tant que mouvement, même en tant qu'association. Et donc on va comme ça utiliser un peu comme des tokens qu'on va mettre en fait en avant pour dire je suis pas raciste puisqu'il y a un artiste noir dans mon exposition. Voilà. Et on va élever cet artiste dans la communication, dans les outils de communication et dans le marketing pour se prévaloir aussi de ça. C'est voilà, en tout cas c'est ma définition de ce système qui est aujourd'hui encore très en place. Et Jean-Michel Basquiat, c'est un artiste qui a su être aussi important dans l'histoire de l'art, non seulement parce que son travail était exceptionnel, mais aussi parce qu'il était soutenu par Andy Warhol, il était soutenu par beaucoup d'hommes blancs de son époque qui l'ont fait accéder à des réseaux d'entraide d'hommes blancs en fait, pour avoir cette légitimité internationale. Dans ton ouvrage, il y a beaucoup d'éléments qui documentent et qui nous apprennent sur comment marche le milieu marchand, donc que ce soit les galeries, mais aussi le milieu institutionnel. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ces rapports qu'entretiennent les galeristes, les institutions et les artistes? En fait, l'artiste il produit des œuvres.
il crée ses œuvres et puis un jour il va être représenté en galerie. À ce moment-là, souvent son prix double, puisqu'en fait le système de la galerie c'est 50-50. 50% sur la vente pour la galerie, 50% sur l'artiste. Et à partir des premiers prix en fait qui sont fixés des premières ventes, on va faire évoluer la cote de l'artiste par rapport aux institutions dans lesquelles en fait il expose ou aux collections dans lesquelles il est acquise. Par exemple, si t'es un artiste et que t'es collectionné par Pompidou, ou par des musées d'art moderne ou par des musées importants, automatiquement, tu as plus d'influence. Automatiquement, ça veut dire que ton art, il a plus de valeur. Et donc, ta cote, elle monte comme ça. Elle monte par expérience, par collection, que ce soit publique ou privée, et par aura, en fait, par médiatisation. Et donc, c'est plein de petits critères comme ça qui sont accumulés pour définir une cote. Et puis après, des fois, ça part en n'importe quoi avec les effets de spéculation. C'est-à-dire qu'on va miser, comme on mise sur un capital, comme on miserait en bourse sur un artiste en disant lui il va prendre très cher bientôt, donc je l'achète maintenant et je le revends 2 fois plus cher. Et c'est comme ça qu'en fait les cotes elles s'envolent et souvent au détriment des artistes qui eux en fait n'ont pas l'argent des reventes. C'est-à-dire que l'artiste il vend son œuvre la première fois, mais après quand ça explose il voit plus forcément cet argent. Et donc c'est là qu'en fait ça s'emballe dans les dynamiques de marché. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un phénomène par rapport à ça qui s'appelle le rabais du genre. C'est-à-dire que en vente aux enchères sur les transactions mondiales, en France en tout cas, on est à moins 30% pour les œuvres d'artistes femmes par rapport aux hommes. Et dans le monde, on est environ à moins 50%. Donc il y a vraiment un écart qui se creuse avec ces systèmes de marché et de spéculation entre les revenus attribués aux artistes femmes et issus de minorités de genre et aux artistes hommes. Et donc là aussi, on a un marché qui est dysfonctionnel en fait, en termes d'inégalité économique, ce qui donne aussi lieu au fait qu'en France, les femmes, elles gagnent 43% de moins que les hommes artistes. Et donc ça s'explique dans les ventes, ça s'explique dans les commandes, ça s'explique dans plein d'autres enjeux économiques de l'artiste. L'artiste, il n'a pas ses revenus seulement par rapport à une vente en galerie, il a aussi des revenus par rapport à des commandes publiques, par rapport à des bourses de production, par rapport à plein de systèmes en fait autour de l'artiste pour lui amener une économie. Les refusés, les artistes femmes n'existent pas, dressent aussi le portrait et les témoignages intimes que t'as recensé depuis des années d'artistes femmes transgenres, non-binaires et qui t'ont confié leurs témoignages. Donc c'est un récit qui est assez dur à lire aussi en tant que lecteur. Comment t'as réussi à recenser à l'écriture toute cette violence aussi? En fait, j'étais très en colère quand j'ai écrit ce livre. En fait, il y avait à la fois la volonté de partager ce que je savais, mais surtout de me délester de quelque chose de très violent en fait, parce que malgré moi, j'en parle dans le livre, je suis devenue un peu une centrale d'appel de la douleur, c'est-à-dire que quand j'ai monté Contemporaine et que j'ai été identifiée comme une personne qui portait en fait les questions d'inégalité, il y a beaucoup de gens qui se sont confiés à moi et c'était dur parce que j'avais aucune formation en fait psychologique ou même d'accompagnement aux victimes, et comme moi-même en fait j'étais une victime, c'était encore plus douloureux d'accueillir ces paroles. Et après, c'était à la fois douloureux, en même temps ça donnait beaucoup de force, parce que du coup ça donnait de la colère. Et en fait la colère, soit elle te fige, soit t'arrives à en faire quelque chose. Et là pour le coup le livre c'était un peu ça, c'était un peu... on ressent une forme de colère froide, je crois, dans l'écriture. Et donc c'est ça qui m'a animée. Tous les témoignages, je les ai anonymisés. Donc les personnes, elles sont pas reconnaissables dans le livre. Mais ouais, elles permettent en fait d'illustrer tellement de situations de discrimination. J'en ai recensé beaucoup dans les écoles d'art, effectivement, où ça a commencé ce moment-là. Moi, ça a commencé là pour moi aussi. Et en fait... il y avait cette volonté aussi, c'est pour ça que j'adopte plutôt une écriture située, où je parle de moi, je me resitue dans ce récit, pour aussi parler du ressenti et du sentiment, en fait, de la place de la colère aussi dans cette construction. Aujourd'hui aussi, au travers de l'association Aïe Contemporaine, en fait, ça a été une immense libération pour moi de trouver une famille, de trouver des sœurs de lutte, et c'est à travers elles en fait, à travers toutes ces personnes que je me suis aussi construite. Et donc il y avait une forme d'émancipation évidente dans ce travail,
Et aujourd'hui, je me sens un peu plus apaisée parce qu'il y a quelque chose qui est sorti, mais aussi parce que je trouve en fait des formes d'équilibre entre des moments de colère qui sont indispensables en fait à la lutte et des moments aussi de sororité, des moments d'adelphité, des moments de partage et des moments de joie en fait, extrêmement importants. T'expliques dans le livre que c'est la somme de la violence et de l'humiliation que t'as subie à l'école qui t'a poussé à faire le deuil de la pratique de la photographie, alors qu'à l'origine t'avais une formation artistique. Est-ce que l'écriture du livre a changé quelque chose à ce niveau-là? Je crois que pendant longtemps, j'avais pas, même en écrivant contemporaine, j'avais pas identifié que j'étais moi-même une victime. Donc en fait, j'écoutais les autres parler, je trouvais ça tellement dur et injuste, mais ça m'a pris beaucoup de temps à moi pour déconstruire ce que moi-même j'avais subi. Et après, évidemment, ça paraît être une évidence en fait, mais disons que ça a été un très long processus qui est encore en cours. Je remercie toutes les personnes en fait qui m'ont apporté leur témoignage, mais aussi qui m'ont apporté leur soutien. La question des violences, en fait, dans notre milieu, elle est extrêmement opaque parce qu'on est dans un milieu qui est en tension. En fait, on a toujours l'image d'un milieu de l'art qui est dans les avant-gardes. Enfin, c'est ça qu'on incarne, en fait. On est un milieu intellectuel, un milieu qui pense des choses, qui va proposer des futurs désirables et des images, en fait, qui vont nous porter. Et on n'imagine pas à quel point, en fait, ce milieu peut être rétrograde dans ses conceptions sur les questions d'inégalité, de genre, de race, de classe, et à quel point, en fait, là, il y a une friction à cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui refusent de faire leur introspection sur ces sujets. Beaucoup de galeries, d'institutions qui diffusent, en fait, ces procédés sexistes, racistes, et qui n'en ont pas conscience, en fait, ou des fois qui en ont conscience, mais qui décident, en fait, justement par snobisme intellectuel, de pas en parler. Et donc, il y a en fait cette complexité-là dans laquelle on se retrouve un peu quand on est dans le milieu de l'art contemporain, où moi, je le dis, j'ai l'impression des fois de marcher de manière asymétrique, parce que d'un côté, t'as envie de faire partie de ce groupe de l'art contemporain, t'as envie de partager ces moments-là, et c'est un milieu extrêmement codifié, en fait, où il est très difficile de rentrer, et une fois que t'es dedans, en fait, tu peux pas vraiment dénoncer, parce que sinon, tu peux en ressortir très vite aussi. Donc, c'est compliqué d'avancer avec tes idées, avec tes enjeux politiques et de lutte, tout en à la fois en jouant le jeu aussi cet intellectualisme et de ce projet d'avant-garde, de ce projet d'imagination. Donc c'est vraiment une lutte constante, en tout cas en moi-même. Et oui, et sur les violences, en fait, il y a quand même des choses qui sont sorties. Il y a beaucoup de soubresauts dans ces histoires. Il n'y a pas de MeToo encore dans l'art contemporain. Mais on a eu le cas des Balance ton école d'art qui a commencé à Besançon, à l'école des Beaux-Arts de Besançon par exemple, où il y a des étudiants et étudiantes qui ont pris la parole sur ces questions. Et puis après, ça s'est propagé. Il y a eu par exemple l'association Les Mots de Trop en Bretagne qui a pris le parti de diffuser les témoignages en fait et de faire des statistiques aussi sur toutes ces violences. Enfin, on parle en fait de plus de 60% d'étudiantes et d'étudiants qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, de harcèlement. Et en fait, à majorité, ça vient du corps enseignant et du corps pédagogique. Donc il y a aussi un travail énorme à faire dans les écoles d'art. Et ce que je veux dire, c'est que la violence, en fait, on la banalise tellement quand on est à l'école. C'est tellement un acquis qu'en fait on doit se faire humilier, qu'en fait on doit prendre des remarques permanentes, qu'on n'est pas la bienvenue dans les ateliers techniques qui sont dirigés par des hommes, que en fait il y a plein d'espaces où on n'est pas en sécurité aussi, que du coup quand on arrive dans le milieu de l'art, il y a quelque chose qui est un peu induit, et donc on continue d'avancer comme ça en fait en trouvant des stratégies d'adaptation, mais ça nous poursuit après évidemment. Il y a beaucoup de témoignages de stars de l'art contemporain, d'artistes qui ont eu des prix importants et qui continuent en fait, par exemple sur un montage d'exposition, à venir avec la scie, les machines pour montrer aux régisseurs ou pour montrer aux équipes qu'elles sont capables de faire un accrochage, de montrer leur travail, parce que constamment elles sont décrédibilisées sur les aspects techniques. Il y a sans cesse une présomption d'incompétence en fait qui se joue. Je pense aussi à une artiste qui m'a confié qu'en fait pendant sa grossesse, en fait, c'est sa galerie qui lui a recommandé le médecin et que le médecin faisait des rapports à la galeriste, en fait, pour savoir à quel point la grossesse impactait
la production des œuvres de l'artiste. Enfin, ça s'immisce quand même dans des endroits extrêmement insidieux. Et ça peut venir en fait de plein de parties prenantes en fait de ce système qui est un système de domination, galerie-artiste, même si l'artiste a beaucoup de pouvoir. Le galeriste en fait il dépend économiquement de la galerie, le musée, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est à chaque fois je me dis en fait il n'y a pas de musée sans artistes, mais il y a des artistes sans musée. Et parfois on oublie en fait à quel point c'est quand même la base, c'est quand même les artistes, prendre soin d'elles et eux, parce que c'est grâce à ces personnes qu'on crée des galeries, qu'on crée des institutions, qu'on crée des espaces, des associations et des espaces d'exposition. J'ai adoré ce passage dans le livre où tu parles justement de la maternité, où tu expliques qu'en fait, finalement, pour les mères, c'est la double peine. C'est à la fois trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et le fait qu'elles soient jugées parce qu'elles sont mères et que du coup, on imagine, enfin quand je dis on, c'est que ce soit les galeristes ou le secteur institutionnel, qu'elles ne sont pas en mesure de produire des œuvres parce qu'elles sont mères. Et ça fait écho aussi à la grande question que tu soulèves dans l'ouvrage sur la distinction entre l'homme et l'artiste, qui se pose pas du tout pour les femmes en fait. On ne distingue pas la femme de l'artiste. On estime que la femme est une entité, là où l'homme, on peut le dissocier de l'artiste parce que voilà, c'est un génie, c'est le génie. Et finalement, t'expliques que non, c'est pas du génie, c'est bien la même personne. Et il faut resituer aussi cette responsabilité-là. Sur la question de la maternité, il y a une association qui s'est créée en France pour alerter sur cette question, qui s'appelle Reproduction Project, montée par 2 artistes, Nora Awada et Emily McDermott, qui aussi m'ont beaucoup appris. Moi, je suis pas mère, donc j'ai aussi appris à travers l'expérience des mères. En fait, il y a des chiffres qui sont sortis pour expliquer que les artistes les plus influents au monde, si on prend les femmes, elles ont pas d'enfants ou un enfant. Et si on prend les hommes, ils ont en moyenne entre 4 et 5 enfants. Ce qui explique bien en fait qu'il y a une disparité qui se crée au niveau du genre et qu'être père, c'est plus avantageux qu'être mère. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des artistes qui font ce choix pour privilégier leur carrière artistique, de ne pas avoir d'enfants. Et donc, il y a vraiment un endroit de violence parce que on n'accepte pas vraiment les corps de mère, on n'accepte pas vraiment toute la question de la parentalité. Par exemple, les vernissages, c'est toujours à 18h en galerie. Et 18h, c'est le tunnel des parents, en fait. 18h, 20h, c'est moment en sortie d'école, coucher, devoir, etc. Et donc déjà, en fait, on exclut beaucoup de parents des espaces de sociabilité de l'art où souvent, c'est là que se jouent beaucoup des opportunités, en fait, dans notre milieu. Il y a aussi le fait que je connais malheureusement des artistes qui ont été éjectés de leur galerie parce qu'elles étaient enceintes. Et parce que pour les galeries, ça voulait dire production d'un enfant égale non-production d'œuvre, enfin qui avait un impact direct. Donc on leur pardonne pas beaucoup en fait cet aspect-là. Heureusement aujourd'hui c'est des sujets qui sont en train d'être débattus et sur lesquels on arrive à sensibiliser, mais c'est encore vraiment au départ. Et donc si on prend l'exemple que en fait les hommes ont beaucoup plus d'enfants, c'est bien qu'en fait on les rattache pas à leurs tâches domestiques ou à leurs tâches au foyer qui éventuellement ils n'ont pas du tout la charge mentale parce qu'ils peuvent en fait exercer en tant qu'artistes librement et séparer leur fonction d'homme et d'artiste, ce qui est évidemment impossible. En fait, c'est une seule et même personne. L'artiste contribue à l'œuvre, l'œuvre contribue à l'artiste. Les deux se nourrissent en permanence. Ça a été attesté par des sociologues éminemment importants du milieu de l'art comme Howard Baker. Il y a toujours cette idée qu'on va séparer l'homme de l'artiste, alors qu'on ne sépare jamais la femme de l'artiste. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve que dans le milieu de l'art, parce qu'on ne dira jamais il faut séparer l'homme de l'informaticien, tu vois. Il y a vraiment un truc de... En fait, nous, on accorde beaucoup d'impunité aux artistes sous prétexte que leur métier, c'est artiste. Et donc, ils peuvent transgresser les lois parce que c'est des artistes. Et ça, c'est pas normal. En fait, il faut ramener aussi la réalité que ce sont des personnes qui ont aussi des choses à devoir à la société à travers justement les violences en fait qui propagent. Et donc ce discours-là très médiatisé en fait, séparer l'homme de l'artiste, il a eu lieu dans les affaires récentes en fait avec Gérard Depardieu, avec
beaucoup d'hommes, et Pablo Picasso, par exemple. Pablo Picasso, qui aujourd'hui a encore un musée national à son nom, a énormément d'expositions dans le monde entier, et pourtant qui a été quand même la personne qui a été à l'origine de beaucoup de violences. François Gillot, qui a été avec lui, le dit dans son autobiographie, pour lui, les femmes, c'était des machines à souffrir. Voilà. Donc, oui, il y a cette... en tout cas, on laisse beaucoup la violence du côté des hommes et des hommes prédateurs, et on leur excuse beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, il y a un MeToo de l'art qui n'a pas lieu, pour, je pense, plusieurs raisons. Il y a eu Judith Godrèche, quand elle a vraiment incarné et élevé sa voix pour défendre, en fait, les victimes et parler des faits de violence dont elle avait été elle-même la victime. Elle a aussi été à l'initiative d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des violences sexuelles et sexistes dans la culture. Et donc, il y avait à la fois le milieu du cinéma, le milieu de la mode, le milieu de la publicité, les arts vivants. Tous les milieux étaient là pour venir parler en fait des faits de violence et qu'on crée des lois, enfin qu'il se passe quelque chose, quoi. Et en fait, le seul milieu qui n'était pas concerné, c'était le milieu des arts visuels. Et de l'édition. Et de l'édition, tout à fait. Et donc, c'est bien la preuve en fait qu'il y a des milieux qui sont des impensés dans la culture. Donc j'ai l'impression que ça nous aide pas à avancer, plus l'aspect très opaque quand même, élitiste de ce milieu de l'art contemporain, qui aide pas non plus aux gens de l'extérieur en fait à vraiment saisir la température sur ces questions-là et à avoir de l'empathie en fait, finalement, pour ce qu'on traverse. Et à ton avis, quelle solution on peut imaginer pour pallier à ça ? Tu parles à un moment donné des biais cognitifs, des biais culturels qui influent sur la façon dont on perçoit les œuvres, en prenant l'exemple notamment du fait que si on montre des œuvres à un public en anonymisant les noms des artistes, il n'y a pas de forcément de biais sexistes qui se créent si on ne connaît pas l'auteur. Est-ce qu'on devrait anonymiser les œuvres ? Est-ce qu'on devrait instaurer des quotas ? Comment est-ce que toi t'imagines la suite pour avancer plus cette idée d'égalité de genre dans l'art ? Ouais, en fait, l'étude que tu cites, elle explique vraiment que la manière dont on appréhende une œuvre, elle est construite par des biais socio-culturels et des biais socio-culturels sexistes. Puisqu'effectivement, quand on anonymise les œuvres et qu'on est incapable de savoir si une œuvre elle est d'une artiste femme ou d'un artiste homme, ça montre bien qu'on n'a pas un jugement de valeur par rapport au genre. Et dès qu'on connaît le genre, et ben là c'est moins 30% sur le prix, moins de représentation, moins de visibilité, pas d'apport de ses contributions à l'histoire de l'art, etc. Et donc dans le livre je parle de beaucoup d'exemples et je donne plein de pistes en fait. La vérité c'est que je suis pas députée, je suis pas politicienne, j'ai pas de moyens à l'association, on survit comme on peut. Et donc j'aimerais bien en fait qu'il y ait des personnes qui se saisissent de ce livre pour imaginer des projets, des propositions ambitieuses pour réduire ces inégalités, ne serait-ce que sur la question des acquisitions dans les musées, qu'on ait des acquisitions paritaires, ce qui en fait est le cas. Il y a déjà une politique de quotas côté public sur par exemple les programmations. En France, tous les lieux qui sont financés par le ministère de la Culture doivent aujourd'hui avoir une programmation paritaire. Sauf qu'en fait, la parité, elle est dysfonctionnelle parce que par exemple, on va faire une expo dans l'année avec 10 femmes et le reste de l'année, on va faire des expos personnelles avec des hommes, mais à la fin de l'année, il y a eu 10 hommes, 10 femmes et c'est une parité. Et donc, par exemple, je cite l'exemple de Pompidou, quand il y a la grande rétrospective de Georgia O'Keeffe, ben en fait, elle a moins d'espace et ça dure moins longtemps. Donc il y a tellement de critères en fait de variables, mais effectivement si on s'attardait sur les dynamiques d'acquisition, les dynamiques de programmation, toutes les sous-couches en fait, tous les résidus en fait sexistes qui sont dans toutes les étapes et tous les processus des institutions culturelles, des musées, des galeries, etc. Mais même en fait des travailleuses de l'art qui aussi sans s'en rendre compte parfois propagent aussi ces dynamiques sexistes et racistes. Ouais, les acquisitions, je pense aussi aux représentations en galerie. Être galeriste en 2026, bah oui, c'est peut-être porter une attention sur la représentation de ces artistes et se dire que s'il y a 70% d'hommes blancs et 30% de femmes, peut-être qu'il y a quelque chose à réinventer, à imaginer, à se positionner en fait
pour être représentatif de la réalité du milieu de l'art contemporain aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est très bien évoqué dans le livre. C'est une vraie invitation à changer de paradigme, y compris dans les systèmes de parité, parce que tu expliques que le 50-50 ne fonctionne pas aussi si on veut être inclusif pour les minorités de genre et les personnes transgenres. Où est-ce qu'on les place s'il n'y a que 50 et 50 ? Donc c'est vraiment réfléchir à des nouvelles façons d'être plus inclusif à la fois dans le monde de l'art, mais aussi dans notre façon de consommer les biens culturels. Bien sûr. Et tu touches un point hyper important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui est sortie en France sur la place des personnes non blanches, des artistes non blancs dans les musées. Et en fait, aujourd'hui, les quotas, c'est une colonne femme, une colonne homme. C'est entre femmes et hommes. Il n'y a pas déjà la colonne non-binaire, transgenre, d'autres gens qui s'inscriraient dans d'autres genres. Et en plus, on n'a pas la strate intersectionnelle, puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas le capital social de ces artistes, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas si c'est des personnes qui ont grandi dans des familles bourgeoises et qui du coup ont eu de l'aide, ou alors pas du tout, plutôt dans les milieux populaires, et on ne sait pas si en fait on a une représentation en termes ethniques. Est-ce qu'on a assez de personnes noires comme on en a en fait dans les écoles d'art? Est-ce qu'il y a assez de personnes maghrébines comme il y en a dans les écoles d'art? En fait, on n'a pas ces chiffres-là, et il est évident que si on les connaissait, ça pourrait aussi créer un énorme mouvement en faveur d'un milieu plus inclusif en termes de race, en fait. On sent dans les expositions que tu as eu l'occasion de curater, que ce soit au 19e avec Trouver son monde, ou même lorsque tu étais directrice au consulat Voltaire, que tu prends le soin d'avoir cette dimension intersectionnelle. C'est quoi la suite à l'issue du livre, que ce soit en tant qu'écrivaine, que commissaire d'exposition, critique d'art, ton actualité à venir ou tes projets? Là, je travaille sur plusieurs projets d'exposition. J'ai une exposition qui ouvre au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis la semaine prochaine avec des photographes que je vous invite à venir. Et sinon, il y a plusieurs expositions qui arrivent en France et à l'international, dont je suis extrêmement fière. Il y a aussi des projets d'écriture, évidemment. Je suis déjà en train de réfléchir aussi à la suite en termes de livres. Quelle pourrait être la suite logique, ou alors une autre proposition qui défend encore une fois ces dynamiques intersectionnelles dans l'art, peut-être sous la forme d'un autre essai ou plutôt d'une fiction, je sais pas, c'est en réflexion. Et après voilà, aujourd'hui je travaille en tant que travailleuse de l'art indépendante, je continue de faire valoir mes droits, de militer aussi au sein de structures et d'associations qui nous solidarisent, de militer pour la loi des continuités des revenus, par exemple, qui nous permettrait de sortir en fait d'un système et d'un statut très précarisant. Et voilà, et après j'ai monté aussi une plateforme qui se porte bien, qui s'appelle Heartline, et qui en fait solidarise des travailleuses de l'art indépendantes pour accompagner les artistes dans leur carrière sur plein de sujets en fait de développement. Et ça continue, on espère grandir l'équipe à l'international. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, en tout cas à très court terme, c'est de pouvoir m'identifier mieux à ce milieu de l'art, aux expositions que je vois et aux personnes que j'entends en fait. C'est de pouvoir réconcilier, comme je disais, ces deux facettes en fait de moi-même, cette marche qui est asymétrique, et de pouvoir la rendre harmonieuse, avec à la fois l'acceptation dans un milieu de l'art qui prône des valeurs plus inclusives et des valeurs aussi plus inclusives pour tous les types d'artistes et tous les types de travailleuses de l'art. Devant les œuvres d'art contemporain, il fallait exercer son œil à étudier, apprécier, contempler ce qui sortait du quotidien. Avec le temps, je me suis attelée à la compréhension de la nouveauté. Dans l'apprentissage de ces horizons artistiques, et dès la sortie de l'école, j'allais intégrer, à mon plus grand épanouissement, comme à mes dépens, un monde de l'art. Une nouvelle planète qui agit dans son propre système solaire, avec un autre centre de gravité. À moi donc le langage du cœur, les émotions sans mots, l'âme vivante, les quotidiens de peu de routine. À moi la beauté et la perplexité. À moi la poésie des images et l'univers en perspective.
À moi les conteuses et conteurs du monde sensible. À moi la rencontre, la curiosité, la sérendipité. À moi le rêve aussi. À moi qui ai choisi cette voie, l'arrivée sur une planète hostile avec ses propres réglementations de vie, son propre climat, ses propres rituels et son propre langage, me destinait à une intégration dans une nouvelle communauté. À nous les cubes blancs, les néons fluorescents et les kilomètres de béton ciré nommés galeries d'art. À nous les volumes aseptisés, mondialisés pour des chapelles d'une croyance sans Dieu. À moi les phrases valises, découpées dans les discours de l'élitisme intellectuel, les réflexions mises en abîme, les constructions plastiques protéiformes et les anachronies picturales. Plus c'est complexe, plus c'est applaudi. À nous le champagne de 18h et les commentaires ébahis ou néfastes, la bouche pleine. À nous les dérives managériales, les burn-out banalisés, la spéculation et les conflits d'intérêts sans conséquence. À nous l'accroissement de l'empreinte carbone planétaire dans les voyages pour les événements d'art entre les milliers de convertis à Venise, Bâle, Londres, Miami, Sharjah et Paris. À nous l'héritage des boys clubs blancs et leur violence. À moi, à nous, une addition chaotique de conscience de vie.